Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis, les vraies voix citoyennes avec l'ONG, le G500, bien entendu, l'ONG citoyenne avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous encore ce lundi. On est ravis de vous accueillir avec cette belle ONG pour renforcer la voix du citoyen, mon cher Stéphane Pellet. Et oui, vous avez vu que les chiffres vous donnent raison, Cécile, enfin Philippe aussi d'ailleurs, hein, on est à plus de 2000. Non, vous pouvez garder que Cécile. Allez, c'est fait. Et puis alors, la blague c'était ONG, bon j'aurais préféré dire OMG ce soir, mais bon, l'OM... Oh my God. Oui, oh my God. Ne sera pas européen. On a fait ce qu'on a pu. Ah, parce que vous y croyez ? D'accord. Appelez-moi quand c'est comme ça. Je suis Marseillais, mais je suis doublement Marseillais ce soir parce que vous allez voir le sujet. Très beau sujet, très beau sujet à préserver. Et ça va, Aurélie Gros ? Génial, génial. Bon. Je bois les paroles de Monsieur Pellet. Oui, je comprends. On parle de soleil, donc ça nous manque un peu en ce moment. Mais oui, c'est sûr. C'est clair. Ça y est, on fait le petit agenda de tout le monde, on peut y aller. Allez, c'est bon. Allez, le sommaire de cette émission. La France compte 11 parcs nationaux, dont les Calanques à Marseille, qui bénéficient d'une gestion exemplaire. Cependant, les déchets restent un problème majeur. Après le week-end prolongé du 8 mai, la route de Goudes à Marseille a été jonchée de déchets laissés par les touristes et les habitants venus de Belém et pour la flamme olympique. Et comment sensibiliser davantage la population aux enjeux environnementaux ? On en parlera avec Eric Acopian, qui sera avec nous, fondateur de Clean My Calanque, dans quelques instants. En 2020, l'industrie comptait plus de 259 000 entreprises avec 1095 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ces entreprises jouent un rôle crucial dans l'économie française. Comment comprendre leur fonctionnement, de la création à la transformation des produits, tout en étant influencé par les décisions et opinions politiques? Théa Serfati, fondatrice de l'association Politique Médiatique, est avec nous pour en parler. Allez, tout de suite, les vraies voix citoyennes, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio. Avec Stéphane Pellet, cette belle association passionnante, parce que préserver aussi ce qu'on nous a laissé, cette jolie terre, c'est bien ça. Et oui, alors je ne sais pas pourquoi on m'a choisi pour faire ce sujet, mais bon, allez, j'ai un petit... Je suis sûr qu'il y a une petite raison, tout le monde le sait, je suis un amoureux des Calanques, des fois j'y ai même un petit pied de temps en temps. Vous ne seriez pas Marseillais, vous, par hasard? Et donc, je suis très heureux donc, que ce soir, on fasse une place à Clean My Calanque. Alors, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Eric Acopian va nous le dire, mais c'est une association marseillaise créée déjà depuis pas mal d'années, 2017, qui milite pour la préservation de l'environnement, qui a pour ambition de sensibiliser l'ensemble de la population aux enjeux environnementaux. Il va nous expliquer, notamment dans les écoles. Et c'est vrai que c'est tentant quand même de se bouger pour ces Calanques, parce que c'est tellement paradisiaque. C'est classé avec un parc national, mais pour autant, les gens changent pas vraiment leur comportement. Moi, je suis assez sidéré des fois de ce qu'on voit. Et puis là, on a eu carrément, c'était paroxystique avec l'arrivée du Belém et de la flamme. Des très très belles images faites à la télévision pour parler de Marseille. Mais finalement, Eric Acopian, on s'est retrouvé avec des kilos et des kilos de déchets. Donc, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, racontez-nous comment vous avez eu cette idée en 2017 de lancer ce mouvement Clean My Calanque. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Oui, bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Ça fait très plaisir. Vous m'entendez bien ? Très bien. Allez, super. En fait, c'est simple, c'est juste que nous, en tant que Marseillais, on allait souvent dans les Calanques. Et à la base, le but, c'était pas de faire une association, c'était juste qu'on avait marre de rien faire et juste de voir ces déchets. Et on s'est appelé entre potes. Et le début, ça a commencé entre potes. Et ce qui est assez amusant et ce qui continue à nous animer, c'est que c'est encore entre collègues qu'on gère ça. Donc, c'était juste une randonnée à la base qu'on fait, comme ce que beaucoup de Marseillais font dans les Calanques, avec le pique-nique, avec la baignade. Mais on a rajouté une paire de gants et un sac pour mêler l'utile, l'agréable. Et on était naïfs à l'époque, on pensait qu'on allait sauver le monde avec une paire de gants, que c'était fini. Et petit à petit, on s'est rendu compte que le problème, il était bien plus grand que ça et qu'en fait, les ramassages devaient obligatoirement s'accompagner de sensibilisation parce qu'en fait, nous, notre but, c'est pas de ramasser les déchets, c'est qu'on n'en ait plus de déchets à ramasser un jour. Et pour ça, il faut sensibiliser 100% de la population marseillaise, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Et parce que si on sensibilise que des écolos, on sensibilise à des gens qui sont déjà au courant. Donc, comment réussir à sensibiliser tous les Marseillais, c'est ce qu'on fait tous les jours sur les réseaux sociaux et dans les écoles. Mais Eric Acopian, les Calanques, c'est des criques magnifiques et des plages. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus pollué, les eaux
parce que souvent les plaisanciers sont pas toujours très votre association s'appelle Clean the Calanque, sont pas trop regardants, sont pas trop clean, pour reprendre un bout du nom de votre association, ou est-ce que c'est seulement la terre, ou c'est 80-20 ou 50-50, comment ça fonctionne? Là, ça dépend de ce qu'on va parler. Est-ce qu'on parle que de pollution visuelle ou alors la pollution chimique ou quoi? Parce que déjà visuel, ce qui se voit. Visuel, en fait, 80% des déchets qu'il y a dans l'eau viennent de la terre. Donc, effectivement, nous, on essaie de sauver, de faire une sorte de barrière avant que ça finisse dans l'eau. Et après, évidemment, ça va se transformer en microplastiques qui vont se finir dans les animaux, etc. Et en plus de ça, vous rajoutez la pollution invisible, c'est-à-dire tous les polluants qui augmentent l'acidité de l'eau, qui augmentent la pollution de l'eau. Et franchement, c'était vraiment assez pollué. Et des fois, justement, on est dans des criques magnifiques. Et en fait, on se rend compte que même pas 200 mètres plus loin, il y a une station qui balance tout. Enfin, il y a tous les plaisanciers, il y a des bateaux. C'est très complexe, parce que on est victime de notre succès. Ces calanques sont victimes de leur succès depuis des années. C'est des millions et des millions de touristes, en fait, qui viennent. Éric Hacopian, cette association a été créée en 2017, on est en 2024. Est-ce que ça régresse? Est-ce qu'aujourd'hui ça s'accélère? Parce qu'on parlera de pédagogie juste après, mais aujourd'hui le constat c'est quoi? En fait, c'est très intéressant et moi j'aime bien être honnête. On s'est rendu compte en 7 ans qu'il n'y a pas forcément moins de déchets, mais beaucoup plus de gens qui sont conscients. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas que les gens qui jettent, c'est aussi tous les poubelles qui débordent et notre surconsommation qui fait que aussi ça finit dans l'eau et avec le vent dans les calanques. Mais donc, pour l'instant, nos ramassages, on en ramasse toujours autant, ou voire un peu moins, mais c'est surtout que de plus en plus de monde sont conscients. Et nous, dans les écoles, comme on y est tous les jours, on se rend compte que c'est des graines qu'on plante dans le cerveau des enfants, et ils grandissent, et au fur et à mesure, ils se rendent compte de ça. Donc, on mise beaucoup là-dessus, sur cette future génération, mais je vais être honnête avec vous, on en trouve quand même beaucoup, parce que on est de plus en plus nombreux, on consomme, et là-dessus, vous savez, les emballages sont omniprésents. Il suffit de vent. Nous, à Marseille, le moins de déchets, vous savez, il y a le Mistral, donc avec le vent et la pluie, ça finit aussi dans les calanques. C'est pas que les gens qui jettent, même si je vous l'accorde, il y en a encore beaucoup, et je ne comprends pas, qui viennent et qui laissent et qui s'en vont. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, et ça nous rend fous. Ça nous rend fous. Éric Hacopian, le Marseillais des vraies voix citoyennes. On l'a fait au début, maintenant je peux reprendre mon accent parisien. Éric Hacopian, vous dites bien que vous sensibilisez, donc vous allez nous expliquer notamment par rapport à la jeunesse, comment ça peut prendre de l'ampleur. Mais moi je suis frappé d'une chose, c'est que souvent quand je m'engueulais, parce qu'il faut le dire, dans les calanques je m'engueulais avec des gamins qui laissaient des tas de trucs, carrément des canettes de bière, ils me disaient oh, nous on est chez nous, on fait ce qu'on veut, pardon. C'est-à-dire que c'était ressenti comme si la préoccupation environnementale avec le côté organisé, je ramasse, etc., c'était plutôt un truc entre guillemets de bobo, ou alors de parisien, pour faire simple, quoi. Comment on fait pour vraiment sensibiliser et dépasser cette question d'identité locale? C'est la plus importante, en fait. C'est parce que nous, de base, on n'était pas des écolos, on avait chacun des métiers à droite à gauche. On s'est juste senti, on s'est dit, on est fiers de notre ville, mais il faudrait que notre ville, elle reflète notre fierté, parce que là, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et du coup, on s'est dit, ce qu'il faut, comme je répète, il faut sensibiliser toute la population et surtout pas les écolos, parce qu'ils savent déjà comment faire. Utiliser des codes qui nous plaisent, parce que du coup nous, ce qu'on aime voir, c'est des vidéos avec de l'humour, pas forcément du rentre dedans, pas forcément de la culpabilité, mais on utilise beaucoup aussi d'influenceurs, parce que eux, ils ont un pouvoir incroyable, et du coup nous on fait des vidéos avec eux, on fait des remixes de rap qui sont très connus, on fait aussi pas mal de sorties à thème, par exemple des ramassages sur le thème d'Harry Potter, des ramassages sur le thème, et tout ça, en fait, c'est rendre ludique quelque chose qui est chiant, quelque chose qui est pas ouf et qui n'est pas attrayant. Et surtout, nous, comme je répète, il faut que 100% de la population marseillaise fasse un peu. Mais est-ce que ça doit passer forcément par la répression aussi, malheureusement? Franchement, je vous dirais oui. Honnêtement, on n'est pas dans un monde de bisounours. Si vous faites que de la sensibilisation, ça marchera pas sur tout le monde, surtout sur les plus anciens. Les jeunes, ça marche très bien la sensibilisation. Les enfants, je vous jure, ils sont incroyables. Ils arrivent direct, ils ont encore cette empathie et ils arrivent direct à changer. Mais par contre, je vous le dis, il faudrait trouver un juste équilibre entre sensibilisation et un peu de répression quand même. Je l'accorde. Mais qui est le moins propre, j'allais dire le plus sale, entre les Marseillais ou les gens locaux qui viennent, ou les Parisiens, et parce qu'ils sont comme chez eux, pas que les Parisiens, il n'y a pas que les Parisiens, les Toulousains, les Niçois, ceux qui viennent d'un peu partout. Il y a le public international aussi. Ou les étrangers, mais j'allais y venir, ou les étrangers aussi, parce que les locaux sont plus impactés théoriquement. Est-ce qu'il y a un problème plus des locaux ou des extérieurs, ou quoi, ou qu'est-ce?
Alors, je vais vous dire là-dessus, je vais poser un joker parce que je veux pointer du doigt personne. Ouais. Et puis, c'est pas marqué sur les déchets, hein. On n'est pas marqué, c'est pas, il n'y a pas marqué Parisien qui a jeté sa canette. Donc, moi, je préfère partir du principe qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde pour pas perdre de temps à pointer du doigt des gens et dire, OK, allez, c'est bon, on fait table rase de ça, mais venez maintenant, on change. Parce que si on perd du temps à dire, c'est toi, c'est lui, mais en fait, c'est l'autre, on s'y perd et après, du coup, ça crée, des cassures. Moi, je préfère dire, non, allez, ensemble, c'est mieux. Et on le voit, ça marche mieux. Et aujourd'hui, je crois que quand on jette un déchet, c'est 135 € d'amende, c'est ça? Oui. Mais je n'ai jamais vu cette amende. Oui, parce que peut-être c'est là où j'allais en venir. Les gardes forestiers, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ne sont peut-être pas assez nombreux pour ce type de parc. Non, il y en a très peu. Il y en a très peu. Je vous le confirme. Donc il faut en embaucher. Est-ce qu'ils les payent? Il y a réellement des gardes, mais ils sont pas du tout là pour ça. Ils s'occupent des petites fleurs, des choses comme ça. Voilà. Mais envoyez-moi, je vais y aller, moi, je vais les réprimander, tous ces gens. Allez, nationale gendarmerie, Cécile Leménus. Bonjour, 135 €. Voilà, exactement. C'est pour Bibi. Vous avez réussi à embaucher une policière pour votre association, ouais, là. Exactement. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Et si vous voulez témoigner, vous êtes absolument les bienvenus. 0826 300 300, on parle de vous, puisque la voix citoyenne est à l'honneur ce soir jusqu'à 20h. Et le G500, l'ONG citoyenne portée par, depuis de nombreuses années maintenant, Aurélie Gros et Stéphane Pellet, qu'on est ravis d'accompagner tous les lundis pour donner la voix à la citoyenneté avec un sujet important, puisque Clean My Calanques, si vous avez la chance en tout cas d'aller vous reposer, prendre du bon temps dans les Calanques à Marseille, sachez que c'est un lieu qu'il faut préserver, bien entendu Stéphane Pellet, avec notre invité, Éric Hacopian, qui est avec nous. Merci en tout cas de venir témoigner et de votre travail et de votre engagement. Ça s'appelle Clean My Calanques. Avant de donner la parole à Stéphane Pellet, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Toujours, on a besoin de bénévoles. Et en fait, chaque bénévole sera aussi plus tard un porteur du message. Donc, si les gens veulent venir à nos ramassages, c'est gratuit, c'est pratiquement toutes les 2 semaines. Et ils peuvent retrouver soit sur notre site, soit sur Instagram. Et franchement, c'est avec plaisir. Et plus en famille, il y a des enfants qui viennent. Enfin, ça s'arrête pas. C'est un truc de fou. Surtout les enfants, ils sont toujours déterminés. Il faut les freiner, limite. Pour donner un chiffre, parce que c'est assez abstrait, beaucoup de gens ne sont jamais allés dans les Calanques, ça représente un espace de combien de kilomètres carrés à peu près à nettoyer, Éric Hacopian? Alors, je pourrais pas vous dire exactement, parce que les Calanques, elles vont pas que autour de Marseille, elles prennent aussi d'autres villes. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je donnerai pas un chiffre. Mais on est une des seules villes en Europe à... Éric Hacopian, le parc national des Calanques, c'est le plus grand parc avec une assise urbaine, puisqu'il y a une partie d'Europe. Donc en fait c'est énorme, hein. Il faut savoir que ça part de la rade de Marseille jusqu'à La Ciotat pour la partie maritime, et quasiment toutes les côtes, donc pendant plusieurs kilomètres, une bonne vingtaine de kilomètres. Et simplement il y a des endroits qui ont été enlevés du parc, comme certains ports, parce qu'ils n'ont pas souhaité, disons, trop se compliquer la vie avec une réglementation. Mais voilà, c'est un énorme parc national, et c'est vrai que pour l'instant il bénéficie pas encore de très gros moyens. C'est pour ça que voilà, il faut encore féliciter cette initiative Clean My Calanques. Combien de kilos, de tonnes? Alors, je sais plus si on peut parler depuis 2017, on est presque en tonnes aujourd'hui, on est quasiment en tonnes. Les chiffres, c'est quoi, pour qu'on se rende compte? Alors là, on en est à peu près à 75 tonnes. On met tout sur notre site, hein, exactement. Ce qui est affolant, c'est que le plastique est très léger. Donc, en fait, vous dites 75 tonnes et d'un coup, vous regardez nos vidéos et nos images. Ça fait un volume énorme. Des montagnes. Mais des montagnes de déchets. Des fois, au début, c'était aussi beaucoup d'encombrants. Vous savez, les gens jettent de tout, leurs pneus, leurs chiottes, les machines à laver et tout. Mais en fait, le plastique, c'est ce qui revient le plus. C'est indécent. Vous voyez les montagnes qu'on ramasse. C'est un truc de fou. Les emballages, des trucs qui durent 1 seconde à consommer et ensuite on jette. 500 ans à se décomposer, quoi. Alors justement, toute votre action depuis le 2017, et vous l'avez dit, c'est pas seulement de ramasser, de monter ces opérations, mais c'est de sensibiliser. Racontez-nous un peu comment vous faites dans les écoles en particulier, puis après on reviendra, mais tout à l'heure 5 minutes sur la flamme olympique, mais d'abord les écoles. Alors ouais, du coup, donc on a 2 solutions, école et réseaux sociaux. Et en fait, dans les écoles, on a la chance donc d'être contacté par les écoles directement. On vient en classe, tout niveau. Hein. On adapte complètement le discours, de maternelle jusqu'à même post-bac et tout. Et en fait, déjà, moi, la première chose que je leur dis, écoutez, je suis désolé pour l'état de la planète, donc vous êtes témoins. Vous y êtes pour rien, parce que les gosses qui ont 6 ans, c'est pas de leur faute si c'est sale. Ils ont vu des adultes jeter toute leur journée. Ça, et du coup, moi, je leur dis, je suis pas là pour faire la morale. Je suis là pour essayer de vous montrer un exemple et vous dire que soit on le fait tous ensemble un peu,
soit on continuera nous à ramasser tous les jours, mais il y aura encore des déchets. Et en fait, je leur montre après la réalité, mais je finis toujours sur du positif et sur ce qu'on peut faire. Parce que juste dire c'est dégueulasse et après je dis bon allez ciao, bonne journée. Non, il faut que tu donnes aux enfants n'importe quel âge qu'ils ont, il faut que tu leur donnes de l'espoir et des solutions à la fin. Donc évidemment, un gosse de 6 ans, tu lui dis voilà, parle-en autour de toi et jette à la poubelle, c'est très bien. Et plus ils grandissent, et plus tu donnes des solutions qui sont en accord avec son âge et son engagement. Et du coup, je les pousse tous à faire au moins un tout petit peu. Et c'est les enfants qui éduquent les parents après, c'est ça. Ça devient des véritables ambassadeurs. Ouais. Ah oui. Exactement. Vous avez tout, et je pense que vous le savez très bien, ça marche vraiment. Les enfants, ils ont aucun filtre. Hein. Papa, maman, ils font ça, hop, ils vont les voir. Non, mais il faut pas et tout. Et ça marche trop bien. Alors justement, Éric Hacopian, vous aviez, pour Clean My Calanque et toute votre œuvre depuis des années, vous aviez une occasion géniale. C'était l'arrivée. Bon, ça s'est avéré, malheureusement, ça s'est retourné contre nous, entre guillemets, vu le nombre de gens et de déchets. Mais vous aviez une occasion géniale d'en faire parler. C'était cette fameuse flamme. Vous auriez même peut-être pu courir et la porter vous aussi, et puis porter votre message. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec le problème, c'est pas contre les JO ou contre le sport, hein, parce que c'est un très bon moyen de porter des messages, le sport. En plus, les athlètes sont de plus en plus engagés. C'est juste le sponsor qu'il y avait autour des JO, qui est une marque très connue, hein, qui produit beaucoup de déchets, et nous, on ramasse toute la journée ces déchets. Donc, porter la flamme qui était sponsorisée par ce producteur de déchets, c'était un peu en incohérence avec nous. Donc, on l'a dit gentiment dans une vidéo, on a dit, écoutez, on n'est pas parfait, personne ne l'est, mais c'est pas trop, on se sentirait pas en accord avec nos valeurs, donc on refuse de porter la flamme. Et on essaie de le faire de façon la moins agressive possible. Ça sert à rien, comme j'ai dit, moi j'aime pas, je veux dire oh c'est dégueulasse, c'est non, on refuse de le faire, mais on sait que le sport et les sportifs sont très importants pour faire passer le message aussi. Mais les responsables des déchets, c'est ceux qui les jettent, c'est pas le fabricant. C'est comme les responsables des accidents de voiture, c'est les conducteurs qui ont trop bu et qui conduisent mal, pas le fabricant de voiture. Oui, mais non, parce que par exemple avant les Coca ils faisaient la consigne, etc. Enfin, il y avait des choses qui existaient avant que les anciens faisaient à perfection, et il y avait moins de production. Donc en soi, ça reste quand même un gros producteur de déchets, et il pourrait largement faire des efforts là-dessus. Voilà, c'est la vérité. Est-ce que vous travaillez avec d'autres organisations ? Est-ce que parce qu'il y a quand même des associations un petit peu partout en France qui travaillent aussi à ces sujets sur les dégâts, sur la saleté, sur les déchets. Est-ce qu'il y a une cohésion qui peut rentrer, une cohésion nationale entre vous tous ? Ce qui est assez sympa, c'est qu'à Marseille, on est une des villes où il y a le plus d'assauts en général. Nous, on travaille aussi avec des associations qui revalorisent nos déchets. C'est-à-dire que nous, effectivement, on trie tout et on met tout aux poubelles de tri, mais on a certains déchets qu'on valorise, dont les cigarettes qui sont récupérées par Recyclop, qui les transforment en énergie. En fait, ils les détoxifient, ils en font de la chaleur et tout. Et on a aussi Sauvage Méditerranée, par exemple, qui reprend certains de nos plastiques et qui les font fondre pour faire des bijoux. Et petit à petit, on est en train de chercher, toujours des partenaires pour pas juste les jeter à la poubelle, essayer de donner une seconde vie à ces déchets pour que ça soit un peu plus cohérent aussi. Mais du coup, on est plus sur Marseille, nous, on se focalise pas trop sur les autres villes. Mais comment est-ce que vous financez vos activités de nettoyage ? Il faut bien acheter les sacs, etc. Ceux qui recyclent, ils récupèrent le métal, ils disent on vous rachète tant le kilo, ou les plastiques tant le kilo, etc. Comment ça fonctionne ? Justement, c'est assez compliqué parce que vu qu'on refuse aussi pas mal de subventions qui sont de provenance un peu polluantes ou quoi, nous ça a toujours été compliqué. On vit beaucoup de dons aussi parce que les Marseillais sont très agréablement actif soutenant vers notre association. Alors c'est le moment. Dites-nous comment on fait, Éric Hacopian. Comment on peut vous aider, parce Donnez-nous de l'argent. Oui, d'accord. Vous savez que Sud Radio est très écouté à Marseille. Il y a même des magnifiques publicités, je sais plus, au bord des autoroutes là, sur Sud Radio. Donc, dites aux Marseillais qui nous écoutent et au-delà, comment on peut vous aider, sur quel site il faut se rendre pour vous faire un don, tout simplement. Sur notre site cleanmacalanque.fr, il y a même des dons, des adhésions à partir d'1 € par mois, comme ça. Clean My Calanque. Il nous faut l'orthographe. Calanque, on met un S ou pas ? Bien sûr. Ah, voilà, donc attention, c'est My au singulier et Calanque au pluriel. My Calanque, d'accord. .fr, effectivement, et là les gens peuvent donner. Et comme ça, après, on pourra acheter des jet skis, partir en jet privé à Dubaï et tout. C'est ça. À 1 € par mois, il va falloir beaucoup d'adhérents. Et n'oubliez pas Philippe David et moi, parce que sans nous, tout ça n'existerait pas. Oui, non, mais le G500 aussi. Oh, ça va. C'est bon. Vous avez 1600 associations. Vous pouvez nous en laisser. Pardon, 2300. Vous pouvez nous en laisser une. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, un peu d'humour ne fait pas de mal. Merci beaucoup, Éric Hacopian, d'avoir été avec nous. Cette belle association
Clean My Calanque. Et bien entendu, félicitations à toutes les personnes qui s'engagent et qui vont ramasser ces déchets aussi. Et à ceux qui nous écoutent, vous savez ce que c'est que de ramasser les déchets des autres. C'est pas toujours évident et pas toujours sympa. Donc soyez vigilants en tout cas. Merci beaucoup. Dans un instant, on va vous parler de l'industrie qui comptait plus de 259 300 entreprises. Où en est-on aujourd'hui? On en parle avec nos amis du G500, Aurélie Gros, Stéphane Pellet et Théa Serfati qui est avec nous, fondatrice de l'association politique médiatique. À tout de suite. 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On est ravis de vous retrouver, les vraies voix citoyennes, avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, le G500, cette ONG incroyable qui parcourt aujourd'hui, se nourrit de 2300 associations, Aurélie Gros. Oui, tout à fait, 2300 associations, collectifs, personnes qui portent des initiatives sur le territoire. Donc c'est plutôt une belle réussite. Mais on grandit vite avec le vous. Le G500, c'était 500 associations. Maintenant, vous avez multiplié par 4 et demi. On s'est dit que G2300, ça faisait pas... Comme notre salaire. On aimerait bien, oui. Non. Le G2500, c'est pendant pas longtemps. Voilà. Non, on changera de nom quand on sera 1 million. Oula. On l'espère. Allez avec les amis, radio. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Mais l'industrie, ça intègre en fait beaucoup de secteurs d'activité différents qui ont pour point commun de produire des biens destinés à la consommation. En fait, en France, l'industrie, c'est exactement 13,4% du PIB français, 235 000 entreprises en France, dont 90% de micro-entreprises et 78% des dépenses en recherche et développement du pays. Si depuis les années 70, le secteur a été marqué par une grande phase de délocalisation, il est aujourd'hui l'une des priorités du plan France 2030. La France a longtemps pensé qu'elle pouvait se désindustrialiser en continuant à être une grande nation d'innovation et de production. Je crois que maintenant, il est établi que c'est faux. Aurélie Gros avec notre invitée Théa Serfati qui est avec nous, fondatrice de l'association politique médiatique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Mais on est ravis parce que cette jeunesse, et on le voit au fur et à mesure des émissions, elle est incroyable, débordante d'idées. C'est-à-dire qu'on se dit que bientôt même on va tous être au chômage technique tellement ils débordent de belles initiatives. Ils vont nous dépasser. Et Théa justement qui est en 3e année d'une école de communication, l'EFAP, qui est l'école de communication. Des attachés de presse. Attaché de presse, relations publiques, a décidé en parallèle de ses études, au-delà de travailler par ailleurs, donner du conseil dans certaines entreprises, de monter une association, un média digital qui organise des débats libres, indépendants et transparents entre citoyens et industries sensibles, ce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au quotidien. Donc déjà, je trouve ça bien de pouvoir échanger sans tabou sur ces sujets-là qui sont plutôt des sujets tabous. Si on parle du tabac, si on parle des transports, c'est toujours des choses où si demain on parle des data centers ou de la santé, je pense qu'on entendra beaucoup de choses et des incohérences. Le fait de pouvoir justement se confronter. Alors racontez-nous comment vous est venue cette idée. Que dire de plus sur votre présentation, justement, très juste. Non, nous, à Politique Médiatique, on est le premier média dédié aux industries sensibles. Alors, une industrie sensible peut être appelée rapidement, justement, ce sont toutes les industries, toutes les entreprises aujourd'hui, en France, en Europe, à l'étranger, donc à l'international aussi, qui sont impactées soit par les décisions politiques, concrètement au quotidien, soit par l'opinion médiatique, que ce soit positivement comme négativement. Donc c'est très large, ça englobe forcément les sujets très lourds tels que le tabac, la défense, la santé, même justement même les data centers, l'intelligence artificielle, mais aussi des sujets dont on s'attend un petit peu moins à les entendre, notamment la voyance par exemple, pour en citer un petit peu plus atypique. Ah, la voyance, c'est une industrie sensible. Exactement, oui. Susceptible justement à beaucoup de décisions politiques et notamment, alors pour citer justement certains élus politiques qui en ont fait recours, ça avait fait d'ailleurs les grands titres de l'actualité, c'est sensible justement sur ce point de vue-là. Il y a beaucoup d'opinions positives comme négatives sur ces sujets, donc c'est très large. Là aussi, on essaye d'englober l'entièreté de ces sujets-là via des débats justement citoyens. Tous aujourd'hui, même ceux qui nous écoutent peuvent venir participer, que ce soit en présentiel comme en distanciel. Et justement, si je dois lancer un petit appel aujourd'hui, n'hésitez pas à candidater, à venir nous voir justement pour débattre avec nous sur ces sujets. Mais vous avez 20 ans, l'industrie, ça vous est devenu comment cette passion? Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, comme Obélix, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est la fille de Monsieur Total. Non, quand même pas. Non, c'est vrai que c'est un vrai hasard. Honnêtement, c'est un vrai hasard. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un vrai besoin en la matière et même c'est quelque chose qui m'intéresse. À titre personnel, j'ai commencé dans l'industrie de la ruralité. Pour être tout à fait transparente. Quelle belle idée. Exactement, j'y suis allée vraiment par hasard.
et j'ai adoré. Je suis tombée amoureuse justement de la ruralité et je me suis dit bon, pourquoi pas aller voir autre chose aussi, vu qu'il y a beaucoup d'industries, beaucoup, vous avez cité notamment certains nombres qui sont justement des ordres de grandeur assez impressionnants. Donc forcément, j'ai dû aller voir un petit peu plus loin, notamment les industries les plus sensibles, tout ce qui va être tabac, défense, armement. Et forcément, j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. Personne aujourd'hui n'est informé sur ces industries-là. Pour autant, elles nous accompagnent au quotidien. Alors pour qu'on comprenne bien cette association, le but est de créer des débats, in fine, lorsque à l'issue du débat, qu'est-ce que vous retirez, qu'est-ce que vous faites de ce qui a été dit, puisqu'il faut en faire quelque chose forcément. Exactement. Nous, on place 20 citoyens qui sont choisis au hasard par tirage au sort. Donc tous aujourd'hui en France, vous pouvez venir participer. Posez votre question directement face à 2 à 3 industriels du même secteur. D'accord. Donc forcément, ce sont des débats qui sont thématisés. Le premier, justement, était il y a quelques semaines maintenant sur la mobilité de demain. Donc toutes les thématiques liées au transport. C'est des thématiques, voilà, que ce soit en France, en Europe, à l'international, là aussi, qui touchent tout le monde. Tout le monde a un avis là-dessus, que ce soit sur la SNCF, sur Transdev, donc Flixbus même, ou Trainline pour les citer. Ils étaient là avec nous. Donc chacun a pu justement discuter directement, que ce soit des questions plutôt techniques, notamment par rapport à certains ingénieurs, par exemple, qui sont venus poser sur certains carburants d'un point de vue écologique, etc. Et des questions purement consommateurs. C'est voilà, aujourd'hui je prends mon train, j'ai tel problème, pourquoi aujourd'hui ça n'est pas réglé? Donc c'est un débat qui est assez généraliste. On peut tous justement venir au débat, poser notre question même d'un point de vue global. Mais je rebondis sur ce que vous dites. L'idée est de quoi? Et de changer son regard sur une industrie, de changer aussi l'industrie par rapport aux questions qui leur sont posées. C'est-à-dire que c'est un changement mutuel, de dire tiens, la question est intéressante, on va pouvoir dans le système de la RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est des sujets qui nous intéressent. C'est-à-dire que tout le monde finalement évolue dans sa position. Exactement. L'idée justement, c'est que nous, en tant que médias, on est une plateforme d'échange. C'est-à-dire qu'on est neutre. Aujourd'hui, on n'a pas de commentaire de présentation. C'est vraiment chacun pose sa question, chacun y répond. Justement, donc chacun forcément a ses arguments, ses opinions plus ou moins déterminées, que ce soit politiquement ou autre. Nous, l'idée, c'est qu'on est transpartisan. Donc on est vraiment, on essaye de faire passer les messages des deux côtés et forcément, ça pourra aboutir potentiellement à des changements, que ce soit d'un point de vue politique, que ce soit interne à l'entreprise ou même plus globalement à l'échelle nationale, voire même européenne. On ose rêver. C'est des sujets qui sont intéressants puisque forcément, c'est des sujets, et en l'occurrence là sur le sujet de la mobilité en général, on est quand même à fond dedans. On est à fond dedans et au-delà de ça, je pense que ça permet peut-être de lutter contre les idées reçues, parce que certains ont des idées reçues, puisqu'on ne parle pas de ces sujets-là, et peut-être de lutter contre ce qu'on appelle les fake news. Voilà. Oui, il ne faut pas que je tape sur le micro. Oui, non, mais une chose importante pour parler. Sur rien d'ailleurs, ne tapez sur rien. Vous parlez on écoutait un extrait du président de la République qui disait, on nous a dit la France sans industrie, c'était l'avenir, etc. Les élucubrations, je me rappelle de Serge Tcheruc, qui était le patron d'Alcatel. Il y a quand même une question qui se pose. J'ai vu Cécile parlait de Total il y a quelques instants. Patrick Pouyanné, le patron de Total, qui disait, moi j'ai dû fermer mes 2 usines de panneaux solaires devant le Sénat ou l'Assemblée nationale. Il disait ça. En France, parce que je suis allé à Bruxelles où on disait il faut baisser les droits de douane sur les panneaux solaires chinois. Et j'ai dit, mais nous, on crée des emplois, etc. On m'a répondu, ah ben non, le but, c'est que ce soit le moins cher, donc il a fermé ces 2 usines. Est-ce que on est conscient, comme vous recevez des patrons, des politiques, etc., que dans ce domaine, le déconomètre fonctionne à plein tube, pour citer François Bayrou? Exactement, il y a un vrai problème, notamment de marque employeur et même d'attractivité de manière générale. Aujourd'hui, quand on pose la question aux jeunes et plus globalement aux Français et même à ceux qui nous écoutent, je pense que tout le monde est unanime pour dire que les industries, c'est pas quelque chose qui intéresse. Il y a un avis plus ou moins négatif, même je dirais totalement négatif. Mais peut-être aussi de méconnaissance. Exactement. Et c'est ce qu'on essaye justement de montrer et de dire, voilà, si vous êtes informé, peut-être que vous allez en retirer quelque chose de positif. C'est vraiment notre pari. Aujourd'hui, on va voir si c'est plus ou moins réussi. Pour l'instant, ça a marché, pour les premiers débats en tout cas, dont un qui a été publié, justement sur la mobilité de demain, on en parlait récemment. Alors, ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que les sujets, en tout cas les filières dont vous parlez et que vous évoquez, sont des filières qui ont des métiers en tension pour la plupart du temps, parce qu'il y a cette méconnaissance de l'industrie et surtout effectivement en territoire. Exactement, et je vais citer justement Total Energy, on le citait. Total Energy, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut bosser pour eux. Et je suis pas là à les défendre ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a un vrai souci, c'est que dans tous les cas, les industries vont perdurer. Forcément, on est en voie de désindustrialisation, etc. Il y aura de moins en moins d'industries, mais dans les 50, 100 années à venir, les industries vont perdurer en France, vont perdurer en Europe. Et le souci, c'est un sujet justement de marque employeur, d'attractivité auprès des jeunes.
elles vont perdurer. Donc, est-ce qu'il faut en faire partie? Justement, c'est le pari qu'on essaye de prendre. Surtout qu'elles se transforment. Exactement. Il y a une vraie transformation. Stéphane Pellet. Moi, j'ai une question. Je trouve que votre démarche est intéressante parce que... Mais une question qui ne concerne pas Marseille. Hein. Ah bon, d'accord. Le mec qui revient toujours sur Marseille. L'industrie de la bouillabaisse, allez-y. Non, je trouve que vous pourriez être petit à petit, alors c'est énorme comme projet, comme pari, mais l'anti-TikTok. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que ce qui est génial, c'est que sur les industries, sur des sujets sensibles, parce qu'il faut qu'on continue à avoir du monde qui rentre dedans, que les jeunes ingénieurs, ils fassent pas justement un blocage, etc. Ça serait sympa qu'on puisse poser ces questions, avoir des vraies réponses, et pas du tout partir dans la fake news ou dans les trucs qui circulent, où finalement on dégoûte les gens en racontant à peu près tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Alors, en fait, au niveau des industries, ceux qui y travaillent même actuellement, c'est soit on y est tombé dessus par hasard. Moi, c'était le cas de la ruralité, mais beaucoup, par exemple, notamment dans le tabac, disent je suis tombé dessus par hasard. Je fumais, j'ai regardé un petit peu quelques actualités, notamment sur des revues telles que Monde du tabac, etc. Donc des revues vraiment spécialisées dans ces secteurs-là, qui sont assez difficiles d'accès, et ils sont tombés vraiment par hasard là-dessus. Soit, justement, on a un parent, une connaissance, un ami qui y travaille et qui en parle, il y a un vrai débat qui se crée, et à ce moment-là, on commence à vraiment s'y intéresser et à potentiellement vouloir y travailler. Nous, le sujet, c'est justement, les jeunes aujourd'hui, ils vont pas aller jusque-là forcément. Nous, on est un vrai mix entre un BFM Business et un Hugo Décrypte. Honnêtement, si on doit vraiment citer deux entités. Donc l'objectif, c'est essayer d'être cette alternative-là, cette troisième possibilité pour pouvoir peut-être justement avoir un avis plus ou moins positif, négatif, neutre sur les industries et pouvoir vraiment en débattre. Mais est-ce que comme le G500, vous en sortez des résolutions, quelque chose ou un carnet de doléances ou quelque chose qui fait avancer le débat? Parce qu'une fois qu'on a discuté, il faut que tout ça serve. Exactement. Alors là, justement, on vient de rentrer par l'intermédiaire d'un think tank qui s'appelle le Cercle Arès. On vient de rentrer justement dans certains dossiers, notamment politiques, pour vraiment avoir des recommandations en la matière et essayer de faire changer les choses, notamment législativement. Et d'un point de vue global, quand on regarde les personnes qui sont venues, par exemple, lors de notre premier débat, si on prend le même exemple, c'est des personnes qui n'étaient pas du tout intéressées par les industries au départ. Et qui en sont ressortis. On a fait un sondage justement de sortie, une vraie enquête pour voir s'il y avait un avis qui avait évolué positivement, négativement, etc. La majorité du temps, c'était positivement. Et même, je dirais, la grande majorité du temps, 8 personnes sur 10 ont déclaré que finalement, ça les transports, l'industrie du transport, pourquoi pas y travailler, pourquoi pas y faire un stage. Ils viennent par quelle voie? Notamment les réseaux sociaux. Nous, c'est uniquement via les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube pour le format long. Et vous avez beaucoup de jeunes qui participent? Beaucoup. Ou, voilà, majoritairement. Majoritairement, c'est vrai qu'on cible majoritairement les jeunes. Et là, pour la première édition, il y avait que 20 places. Philippe ou jeunes comme moi? Alors nous, on aimerait tous. La jeunesse n'est pas un âge, c'est un état d'esprit. C'est un naufrage. Allez-y, pardon. Non, c'est vrai qu'on cible majoritairement les 16-34 ans, donc c'est une cible assez large, qui reste assez jeune, assez active, assez engagée, même d'un point de vue général. Mais on touche tout le monde. Là, pour le premier débat, ça allait le panel entre 15 et 65 ans. Donc c'est très large. Forcément, c'est des personnes qui étaient actives, d'autres retraités, d'autres étudiantes. C'est intéressant de confronter les générations. Exactement. Et c'est pas du tout qu'à Paris. Et justement, ça c'est aussi un grand point, c'est on veut toucher toute la France. Et vraiment aller plus loin que ça, parce que c'est un vrai sujet. On en parle dans un instant. La suite, petite pause, 0826 300 300. Vous avez le droit, bien entendu, de débattre avec nous. En tout cas, c'est pas vraiment du débat, mais en tout cas, si vous avez une pierre à apporter à cet édifice des vraies voix, parce que c'est un édifice, les vraies voix maintenant. Oui. Là, oui, comme ça, les vraies voix citoyennes. Eh ben oui, j'ai envie de te dire. Une pyramide, Madame la pharaone. J'aimerais bien, parce qu'en ce moment, je suis en train de glisser. On va vous appeler Cléopâtre. Nefertiti. Oui, Nefertiti aussi. Moi, la plus belle femme ça va, du monde. on peut y aller? On y va? Allez, on y va. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et après les vraies voix qui font bouger la France, c'est l'industrie aussi qui fait bouger la France. On en parle justement avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les cofondateurs du G500, et avec nous aussi Théa Serfati, qui a créé cette belle association qui s'appelle l'association politique médiatique. Et on vous remercie en tout cas d'être avec nous. Et un témoin important aussi, Marc Berthod est avec nous, retraité, ancien directeur de la communication de la SNCF, et qui est au LIS et qui a pu poser aussi sa question aux industriels lors de ce dernier débat. Exactement. On peut vous laisser vous en parler de lui, en tout cas nous dire comment ça s'est fait avant de lui donner la parole. Bien sûr. Alors par débat, justement, il y a 20 citoyens qui sont choisis au hasard par tirage au sort. Donc c'est une formule Excel. Concrètement, on n'intervient pas dans le choix des invités. On essaye de faire un panel représentant
rotatif. Concrètement, il y a 15 personnes en présentiel et 5 personnes en distanciel pour vraiment donner la voix à ceux aussi qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap, par exemple, qui voudraient peut-être poser une question. Justement lors de ces débats. Donc concrètement, Marc a été tiré au sort. Là aussi, il a fait via LinkedIn notamment ce fameux tirage au sort. Il a été pris, notamment justement parce que justement c'est la personne qui a 65 ans, donc la personne la plus âgée de notre panel, et c'est pour vous montrer aussi que c'est une problématique qui touche tout le monde. Justement, je le disais, et je me permets aussi de vous le redire, notre panel, premier panel pour ce premier débat, était entre 15 ans et 65 ans. C'est un panel large et on veut toucher vraiment toute la France. C'était ça ou la Française des Jeux. Finalement, vous avez gagné au loto. Marc Berthoq est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un spécialiste visiblement de la mobilité. Quel était pour vous l'intérêt justement de réagir dans ce type de débat ? Alors bonsoir, écoutez, moi ce qui m'a séduit dans ce premier débat sur les mobilités du futur, c'est d'abord le format. Parce que j'ai envie de dire enfin un média digital qui non seulement est entièrement indépendant, mais qui donne le temps à ses invités de répondre aux questions posées, d'exposer leur stratégie, d'engager un vrai dialogue. Et comme le soulignait l'un de vos animateurs dans le studio tout à l'heure, on est loin de TikTok, et ça fait du bien de constater qu'on peut s'informer sur un réseau social sans s'invectiver, sans fake news. Ce qui a retenu aussi mon attention, c'est la cible choisie par Politique Médiatique. Les jeunes, quand on constate leur désintérêt, voire leur méfiance vis-à-vis des médias plus traditionnels, il me semble vraiment important que des jeunes comme Théa sachent s'adresser à eux pour leur apporter via un plateau de dirigeants de grandes entreprises, d'experts, de spécialistes d'un secteur, une information qui soit à la fois objective, neutre et complète. Et puis Théa l'a rappelé, l'objectif premier de ce nouveau média, il est d'être dédié aux industries dites sensibles. Et ce qui m'a plu et frappé, c'est que ce nouveau média, il ne recherche pas, comme trop souvent un certain nombre d'émissions qui se veulent d'investigation, à les démolir systématiquement, ces industries sensibles, en les accusant de tous les maux. On le sait, ces industries qu'on adore détester, je pense notamment les SNCF, contribuent largement à la croissance économique de notre pays, au développement des territoires, à la création d'emplois, à une politique d'innovation ambitieuse. Et c'est bien qu'en toute transparence, ces industries puissent présenter leur action, mais aussi des mesures qui sont prises par elles pour limiter, voire supprimer les nuisances que leur activité, qui est indispensable à notre vie quotidienne, que ces nuisances donc, que leur activité peut engendrer. Voilà. Est-ce que quelque part, c'est pas... Allez-y, Cécile. Non. C'est pas le meilleur antidote contre, c'est pas très français, l'industrie bashing auquel on a droit depuis des années et des années. La question va pour vous deux, Marc et Théa. Je vais peut-être laisser Marc répondre, justement, en tant que témoin citoyen. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un moyen, je pense, vraiment de combattre ce bashing permanent, qui est d'ailleurs un bashing tous azimuts, pas seulement contre les industries. Il y en a un peu marre de sans arrêt ce défaitisme ambiant. Et c'est bien que des jeunes comme Théa, et il y en a plein dans notre pays, soient capables d'entreprendre des démarches de ce type. Je trouve vraiment que c'est pas le choix de la facilité que fait Théa avec Politique Médiatique, mais elle contribue vraiment à un éclairage citoyen en direction des jeunes. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, moi ça me paraît d'autant plus important qu'au moment d'entrer dans la vie active, il y a des jeunes talents qui renoncent à postuler dans ces entreprises à cause d'un effet d'image. Oui, c'est vrai. Et ce serait dommage. Mais oui, parce que souvent ces entreprises sont les plus attractives. Et sont elles qui présentent le plus de perspectives d'épanouissement et d'évolution. Donc c'est bien que des jeunes s'adressent aux jeunes pour combattre ces idées reçues que vous évoquiez également. Et vraiment, moi, je souhaite longue vie à Politique Médiatique. Théa Sarfati, ce qui est intéressant, c'est que, in fine, au sortir de ce débat, est-ce que ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre, alors il y a toujours des réfractaires qui restent campés sur leur position, mais on arrive le pourcentage de dire, on a ouvert la voie peut-être de, c'est quoi le pourcentage, à quel moment? Clairement. Sur ce premier débat, je me permets de vous couper. Sur ce premier débat, on avait fait justement une enquête en sortie avec les 20 personnes qui ont répondu justement à nos questions après le débat pour savoir si leur opinion avait évolué depuis. 8 personnes sur 10 ont avoué qu'elles étaient potentiellement intéressées pour un stage, une alternance, un premier job, ce qui n'était pas du tout le cas. On avait fait le premier sondage avant ce débat pour voir vraiment une évolution et on était à 2 sur 10.
Ah oui. Donc ça a quadruplé. Je rebondis sur Marc Berthaud. Est-ce que vous aviez à l'époque avant de rentrer à la SNCF un a priori? Parlons vrai. Parlons vrai. Maintenant que je suis à la retraite, je peux tout dire. C'est votre psychanalyse. Non, j'avais le même type d'a priori que tout le monde disait qu'il de la SNCF. D'accord. En fait, c'est au terme d'un parcours professionnel qui est assez long et diversifié que j'ai eu l'occasion, parce que j'ai beaucoup travaillé dans la communication, et j'ai eu l'occasion d'intégrer comme contractuel SNCF Réseau et son c'est commerce. vous. Bravo. Allez, il nous reste 30 secondes, allez-y. Voilà. Non, mais simplement, ça m'a permis quand même de découvrir de l'intérieur une entreprise qui est formidable. On parlait des idées reçues, j'en avais beaucoup sur cette entreprise. Et en tant que DIRCOM de SNCF Réseau, j'ai fait en sorte quand même que, en interne comme en externe, l'image de cette entreprise soit différente. Aurélie Gros. Bref, un beau moyen de revitaliser notre démocratie et en fin de compte de ramener les jeunes et les moins jeunes à s'intéresser aux débats de société sans tabou. Et je crois que vous aviez un appel, parce que là, comme on va finir, un appel aux dirigeants, notamment de ces industries sensibles. Bien sûr. Alors justement, j'ai commencé via un appel pour les citoyens, forcément, qui nous composent à chaque débat et qui vont aussi nous suivre lors des prochains épisodes et débats aussi. Chers dirigeants d'entreprise, bonsoir. Est-ce que vous seriez intéressés de venir? Alors là, on prépare notamment plusieurs sujets. L'un sur le tabac, forcément, sujet hautement sensible aujourd'hui, que ce soit à échelle française ou européenne, mais aussi plus globalement, on fait un sujet actuellement sur le plastique. Et justement, ça tombe bien que vous en parliez en début d'émission. Le plastique, notamment dans la fast fashion. Et l'idée, justement, c'était d'avoir plusieurs avis, plusieurs industriels, on ne sait jamais, qui peuvent nous écouter ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes potentiellement intéressés, même pour d'autres sujets. Eh bien, magnifique. Merci beaucoup, Théa Serfati, d'avoir été avec nous, fondatrice de l'association politique médiatique, et Marc Berthaud, citoyen, ayant participé à l'un de ces débats. C'était passionnant. Merci pour ces jolis sujets, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On adore. Et le tabac, c'est pas un sujet fumeux. Oh là là. Vous avez consumé votre temps de parole. Allez, j'avais pas fait un calembour de la soirée. Je le prends en stage dans les calanques pour ramasser les déchets. Les mégots. On vous retrouve demain. On remercie Marine, notre réalisatrice, qui a été formidable, secondée par Quentin, bien sûr, qui a été formidable aussi. Bravo. On embrasse notre équipe, en l'occurrence Aude, qui est avec nous, et on se retrouve dans... Qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit quoi? J'ai dit Marine? Prouvez-le. Voilà. Ben, Marie, pardon, excuse-moi. Allez, je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis habillée en bleu, ou ça doit être ça. Allez, on vous embrasse. On vous retrouve demain à partir de 17h. À 17h, à 20h02, Sud Radio Rugby. Et Dieu sait s'il y a des choses à dire après la journée de top 14 de ce week-end. À 20h, le flash. Mais tout de suite, Sud Radio à votre service. Allez, salut, à demain.